sur Artefact pour ce nouvel épisode du calendrier. J'accueille Tanguy. Bonjour Tanguy. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi je m'appelle Tanguino, j'ai 21 ans et je suis du coup créateur de contenu, réalisateur. Trop cool. Et aujourd'hui, je t'ai invité sur le calendrier parce que tu as plusieurs expériences à me raconter. J'ai commencé vraiment à titre professionnel au moment où j'ai passé mon bac et je devais commencer des études de communication digitale et on est rapidement, même avant que je commence, venu me voir pour me proposer un tournage où on me l'a proposé en soirée. Donc dans la formulation, je ne croyais même pas que c'était possible qu'on me dépose un scénario comme ça à 18 ans. Ouais. Et en fait, c'était d'aller, à l'époque, on me l'avait présenté comme ça, voler un bateau en Amérique du Sud. Donc moi forcément je pars je me souviens quand je rentre 4h du matin, je regarde les étoiles et je suis en mode mais quoi, mais complètement dingue. Mais t'imagines exactement dans un mois ça se trouve tu vas partir voler un bateau en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui va se passer quoi? Ouais, clairement. Donc au début j'essaye même de pas trop en parler pour pas que moi-même me faire de faux espoirs. Et très rapidement on m'a mis en contact avec la personne. J'ai pas eu de nouvelles pendant un mois, c'est-à-dire qu'on m'a laissé dans un flou de ça. Et genre zéro nouvelle pendant un mois. C'est une idée qui pop comme ça et t'es mort dans l'œuf. Ouais, que le gars m'a dit ça en soirée, mais en fait, que nenni quoi. Ouais. Et surtout que j'avais pas le nom du bateau, j'avais très peu de contexte vis-à-vis du truc. Ouais, donc tu pouvais même pas faire tes recherches. Mes recherches, exactement. Vraiment. C'était vraiment quelque chose qui était compliqué, c'est que je pouvais même pas faire mes recherches. Et en fait, à un moment, le gars m'appelle et me dit: est-ce que t'es prêt à partir dans 15 jours? Ah oui, ça fait court. Exactement. Donc moi, directement, j'envoie un mail à mon directeur. Mes parents l'ont pas forcément bien pris à l'époque, mais j'envoie un mail à mon directeur. Écoutez, j'arrête. Oui, voilà, je reviendrai peut-être. Exactement, j'avais écrit pour marquer une pause dans ma formation. Alors tu viens juste de la commencer? Ouais, ça faisait 3 semaines. Belle pause, hein. Genre c'est déjà trop pour moi. Exactement, c'est le mec qui veut dire ça après un master, un machin, en mode bon, bah là peut-être que je vais partir voyager. Non, là ça fait 3 semaines, la défense, pas mon truc. Non, mais c'était une décision quand même pas forcément simple à prendre. Ouais, mais il faut avoir du courage, je pense. Je pense que j'étais un peu. Après, il y a le truc où je pense que c'était aussi le moment. Comme je sais marquer une pause tôt, ça veut dire que en fait quand je reviens, je peux reprendre en fait parce que j'aurais pas 25-26 ans non plus. C'est assez tôt pour exactement. Ce que tu veux dire. Et donc j'en apprends un peu plus. Donc finalement ce bateau-là, on l'a fondamentalement pas volé. On a quitté le territoire du pays dans lequel on était illégalement. Aujourd'hui, je ne peux pas. Du moins, ça serait pas la meilleure idée que j'ai de retourner dans ce pays. Notamment parce que déjà, j'ai le tampon Entrada mais pas Salida sur le passeport. Ce qui est quand même. T'es fiché, quoi. Exactement. Et qu'ils nous envoyaient à la fin des messages en mode mais revenez, on est inquiet pour vous, etc. Mais non, juste pour t'enfermer. Ouais, on sait pas parce que ça pouvait bien se passer aussi. Et c'est un peu ce qui est compliqué dans ces pays-là. Donc là, en fait, en l'occurrence, on était au Venezuela, qui est. Je l'ai dit un jour dans une vidéo YouTube avec pas mal de visibilité, que c'était une dictature communiste. On m'est tombé dessus en mode mais c'est pas du tout une dictature. Oui, ils sont de l'intérieur. Du coup, c'est communiste dans ce cas-là. Voilà, voilà. Bref, c'est un pays qui, eux de l'intérieur, ils le vivent pas comme par la France, est classé comme rouge. T'as aucune liaison directe Paris-Caracas, donc la capitale du Venezuela. C'est le premier ou le deuxième pays classé par la France comme celui avec le plus haut taux d'homicide volontaire au monde. C'est assez cata. C'est un pays qui est magnifique. Ouais, malheureusement. T'as beaucoup de photographes et de gars sur Insta, de vidéastes qui vont là-bas, mine de rien, parce que t'as la cascade Angel, je sais plus quoi, qui est vraiment la cascade la plus haute du monde. Donc il y a des trucs à aller voir. Donc il y a des trucs de dingue, et d'aller faire de l'avion là-bas au-dessus de ces chutes, c'est un truc de ouf fait par les photographes. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai vu du pays, mais donc voilà. Et donc on s'est retrouvés le 7 novembre 2022, moi à partir avec 4 gars de 50 ans que je connaissais pas, à 19 ans du coup à l'époque. Et à découvrir le bateau de nuit, un truc abandonné depuis 20 ans dans une marina, parce qu'en fait c'était le premier bateau qui avait gagné le Vendée Globe, du coup la course du monde en solitaire autour du monde, et qui s'était retrouvé, qui avait été racheté par un Américain à la fin des années 90, perdu pendant 20 ans, oublié. Un gars l'a retrouvé sur Google Maps. Vraiment, pour le retrouver sur Google Maps, il faut vraiment être pointu quand même. Vraiment. Faut reconnaître le bateau. En fait, il y avait plusieurs, pour ceux qui s'y connaissent un peu en voile, il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient aider. On avait une photo d'un gars dans la marina qui fait un selfie avec le bateau. Donc et en fait, derrière, tu as une antenne rouge. Une énorme antenne rouge. Donc, on partait aussi du principe que le bateau, il était au Venezuela, sur la côte. Que le bateau, c'est un bateau du Vendée Globe, donc il n'est pas minuscule. Donc tu as 4 mètres de tir en dos. Donc toutes les marinas ne peuvent pas accueillir un bateau avec une quille qui descend aussi bas, avec tous ces trucs-là. Donc il a réuni plusieurs facteurs et il a trié comme ça. Et jusqu'au jour où il a pensé l'avoir trouvé.
Il a réussi à trouver un contact de quelqu'un en France qui a de la famille au Venezuela, machin Ouais, truc. pour, Il a eu 3 semaines d'attente entre le premier coup de fil passé de est-ce que tu peux aller vérifier et le fait que quelqu'un l'appelle en mode bah oui, le bateau regarde, est là. il est là. Exactement, et j'imagine pas la satisfaction du mec à ce moment-là. Il a dû dire j'avais raison. Bah oui, parce que lui, il a dû passer par 1000 un trucs an de en mode, recherche, tu vois, à scroller sur Google Maps, tu vois. Et t'organises pas tes vacances en Sicile à scroller des spots sympas, tu vois. T'es quand même en train de regarder. Surtout que là, c'est un pays où en fait c'est très très loin, donc en fait tu peux pas forcément et même y aller en mode. C'est délabré, ouais, clairement, tu vas pas. D'ailleurs, non, à la limite, il y allait en coup de vent. Justement, tu y vas pas en mode vacances. Et en fait, une fois qu'il y a eu ça, il a pris un gars. Un peu un mercenaire en vrai, et ils y sont allés 24 heures, c'est à dire qu'ils ont atterri le samedi à 10h, le lendemain à 11h dans l'avion, ils étaient dans l'avion pour repartir, tu vois. Ok, juste venir juste voir, vérifier que le bateau était présent, dans quel état, et aussi bah du coup forcément c'était le projet qu'il y a derrière, imaginer un rapatriement, tu vois. Ouais, mais moi j'ai une autre question, c'est que du coup il est là, mais est-ce qu'il a retrouvé le propriétaire actuel, genre la personne qui l'a mis là du coup en fait il était un peu considéré, sachant qu'en plus là-bas c'est un peu sans foi ni loi. Ouais, donc c'est une personne se l'approprier, quoi. Ouais, il y a un peu le côté en mode ça c'est là depuis 2 jours, bon bah s'il est encore là dans 2 jours, c'est à moi. Ok, je vois. Donc en fait, il n'y a pas réellement de propriétaire connu. Exactement. Bien, il y en a un, mais. Mais il voilà. y a eu quand même, c'est complexe. Et d'ailleurs, là, tu vois, on travaille 2 ans après sur la post-production du film. Moi, ça fait 2 ans que cette histoire-là, je l'ai au quotidien, que je la vis. Exactement. J'ai encore peut-être moi-même du mal à comprendre certains trucs d'un point de vue des papiers de ce qui s'est passé là-bas, tu vois. Donc je me dis là, comment, dans le 52 minutes que je vais devoir présenter, il va falloir que j'explique à quelqu'un aussi bien d'où vient le bateau, pourquoi c'est une légende, pourquoi il a été perdu, pourquoi on l'a retrouvé, comment on l'a acheté, comment on l'a ramené, et maintenant ce qu'il est devenu en 52 minutes. C'est la complexité, mais en fait il a été racheté par un Américain après son dernier Vendée Globe en 96. Il devait faire une course et tout, donc un gars qui s'appelle Daniel Diner. Et après il a été racheté par un Argentin qui est tombé malade. Le bateau est resté dans la marina au Venezuela. Il y avait quand même des papiers véridiques. Le truc c'est qu'au moment où Alexandre, donc le gars qui gère le projet, est allé au Venezuela, il y a des personnes, comme dans un pays qui marche majoritairement la corruption, qui ont voulu s'approprier un peu le truc. Oui, parce qu'ils savaient un peu exactement. ce que c'était, quoi. Donc en fait, d'ailleurs au moment où Alexandre est allé dans le bureau du capitaine un peu du truc qui délivre les papiers d'achat du bateau et tout, et il a fait c'est ma signature, mais c'est pas des vrais papiers. Donc en fait il y avait quelqu'un qui était, et ça c'était l'année juste avant moi, qui avait été, où il y avait un autre gars qui était parti avec Alexandre, qui gérait le projet, un gars qui s'appelle Charles Audier, qui lui a fait pas mal d'aventures avec Mike Horn, avec tout ça, et qui lui, j'ai récupéré d'ailleurs toutes leurs images là que je suis en train de monter pour le film, et c'était galère, et eux ils sont restés 1 mois et demi à attendre. Ils pensaient partir au Venezuela, rester 3 jours, faire 2-3 bricoles et partir. Ils sont restés 1 mois et demi, et à la fin ils sont partis sans rien quoi. Jusqu'à l'année du coup où je suis parti, jusqu'à l'année où je suis parti, et où moi-même je me suis dit à un moment à l'aéroport, comme Alexandre me dit, je lui dis si là tu le sors pas le bateau, est-ce que tu viendras le rechercher? Il m'a dit non, c'est la dernière fois. Déjà parce que la marina a appelé Alex, parce que la marina ils ont un peu compris qu'on était aussi un peu la poule aux œufs d'or des Européens qui viennent chercher un bateau de légende, truc machin. Ils sont prêts à cracher un peu de thunes. Ça y est, ils ont capté ce que c'était et que donc il a envoyé un message, exactement, il a envoyé un message à Alexandre entre les 2 années en disant si tu vas pas le chercher, on le détruit. Genre si tu viens pas dans les 3 mois, on le détruit. Sachant que là-bas ils ont une gestion de la marina qui est tu ne payes pas tes frais de marina, on fait sauter ton bateau, on le coule, et quand il y a trop de bateaux coulés au même endroit, on prend une pince et on va les mettre au large. Sympa. Gestion de la marina, tu sais, quand on vient de parler un peu d'écologie en France, c'était en mode ouais. Dis donc. Là-bas, tout genre toute la fibre de carbone qui est coulée avec des cols, des trucs, enfin bref. Il y en a beaucoup, quoi. Ouais, c'est un peu lunaire, mais bon. Donc voilà, et donc maintenant on devait rester 3 jours aussi. On est resté 2 semaines. 2 semaines où il y a eu plein de moments où j'étais en mode donc là ça se trouve je vais rentrer en avion. Oui, alors là, et donc ça veut dire que dans 2 semaines je suis à la porte de mon école en disant est-ce que vous voulez bien me reprendre ou pas? Oui, voilà, c'est ça, finalement bon, le bateau il est resté là-bas, mais moi je suis revenu. Mais par chance, donc on a réussi à avoir les papiers du bateau qui a été du coup acheté à un prix dérisoire après par rapport à l'état du bateau, voilà. Eux étaient peut-être contents. Exactement. Et en fait, il y a eu des histoires d'un SARP, donc une autorisation de quitter le territoire. Mais c'était tout le temps mañana, demain. Ouais, à un moment donné, c'est bon. Et il y a un moment, en fait, toi, tes journées, elles se retrouvent juste à être sur... mais vraiment, il faut avoir l'image. Il y a des images comme ça dans le film de gars qui attendent au soleil
à boire des bières, à devenir genre rouge écarlate dans une marina au t'attends, Venezuela. en fait. Et en fait, bah, tu te fais juste pote avec des locaux. Et, mais genre, on s'enquille au rhum à 14h, tu vois. Enfin, ça devenait vraiment. Là, tu commences à t'embêter fortement. Et là-bas, en plus, tu sors pas trop de la marina, tu vas pas trop te balader. Mais justement, à la fin, là où au début, quand en arrivant, tu te dis on sort pas de la marina, truc machin, bah tu commences aussi à vouloir un peu aller découvrir. Un peu la conf aussi, en mode mais si, j'allais voir ce ouais, exactement. Là-bas. Bah tu vois, on avait amené la grande voile avec laquelle on devait partir, comme tout là-bas était délabré, et le bateau avait été pillé et tout. On a découpé une voile en France. Qu'on a amené en 2 colis dans la soute de l'avion pour la faire recoudre dans les hauteurs de Caracas. Sachant que Caracas, c'est un peu comme La Paz. C'est une capitale en très haute altitude. Donc c'est à plus de 1000 mètres d'altitude, tu vois. Donc en plus, le chemin, tu montes énormément et tu es sur le périph' de Caracas. Là-bas, l'aspect un peu dictature, il est, tu vois, pour donner du taf à des gens, t'as des mecs qui balayent de la poussière c'est comme si tu mettais des gens à balayer de la poussière sur le périph' de Paris, tu vois. Avec des voitures qui passent. Bon, alors nous, maintenant, il est à 50, c'est pas très rapide. Mais là-bas, c'est comme s'il passait à 100 à côté d'un mec qui balaye un tas de poussière. Ouais, c'est chaud. Et tu passes dans les favelas et tu dois sortir ta caméra un peu et tu sens que l'œil de... Sauf que là-bas, ils ont à l'époque les masques Covid, les militaires, ils ont un peu une DA de nazis en vrai, on va pas se le cacher. Oui, et puis ils le voient tout de suite, c'était pas là-bas. Exactement. Tout de suite. Mais c'est marrant parce que même le chauffeur du taxi, tu dis oh là là, votre vie est compliquée, le Venezuela c'est dur. Il te dira non, le président il est avec nous, il est gentil. Tu leur dis ouais, parce qu'à un moment il nous explique non, mais il nous donne les 7 € d'essence, l'électricité on la paye pas. On lui dit bah ça va, vous avez la belle vie. Il fait ouais, non, c'est pas si simple que ça et tout. Ouais, tu peux pas aller dans leur sens exactement, en fait. C'est tout. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vraiment un truc qui est ouf dans ces pays-là. Parce que t'as envie de les brosser dans le sens du poil exactement. pour être copain avec eux, pour parce bien que, par t'entendre contre, avec la personne. Super sympa. Moi j'ai eu des découvertes humaines. Un des enfants d'un des gars qui était dans la marina, un après-midi, ils sont à l'arrière du bateau, ils sont en train de jouer le fils de 11 ans et la fille de 6 ans. Je vais discuter avec eux et il me dit j'adore jouer à Minecraft et ce que je préfère construire sur Minecraft c'est la tour Eiffel. Et moi la tour Eiffel c'est ce que je shoot dès que je vais faire mon shooting à Paris. Et il me dit j'aimerais bien devenir architecte mais dans le pays dans lequel je suis non, jamais. Puis il n'y a pas forcément d'études non plus. Exactement. Mais du coup t'as des rencontres humaines par contre là-bas qui sont mais genre complètement dingues quoi. Donc voilà et donc ça c'est pour toute la partie Venezuela en tant que telle. Et jusqu'à un jour où on avait un plan d'action qui était bien en accord avec le gouvernement entre guillemets sur le fait de oui on va vous mettre un capitaine que vous allez déposer sur une île et après vous pourrez partir. Moyennant un certain prix évidemment, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Sauf que le capitaine il se pointe un premier matin, il voit l'état du bateau, il voit la météo, il me dit ah non on part demain matin, enfin il nous dit on part demain matin. Encore. Il reprend sa carte du dossier, petit détail dont tu te rends compte après coup, pas que tu vois sur le moment, donc nous ce qui fait qu'on n'a plus aucun lien d'attache vis-à-vi de lui. Et le lendemain matin, 5h, 5h30, 6h, personne se pointe. Il s'est barré. Exactement. Le gars juste n'est pas venu et nous on s'est regardé l'équipage, on était 5 et on s'est regardé, on a fait on part. Donc sans capitaine. Sans capitaine, sans l'autorisation légale. Parce que lui, il détenait entre guillemets l'autorisation de partir. Exactement. Exactement. On avait une copie du SARP, je crois que j'ai encore d'ailleurs. Mais ouais non c'était et on part c'est une inconnue totale avec un bateau qui a pas navigué depuis 20 ans quand même, avec une voile qu'on a amenée qu'on a fait recoudre. Avec enfin faut se connaître un peu, moi j'avoue que sur un bateau, si tu veux que je te dise c'est la première fois que je suis monté vraiment sur un bateau, j'ai fait du voilier rapidement avec mon grand-père quand j'étais petit, mais c'était genre 2 ronds à la sortie du port pendant 1 heure, tu vois. Oui, c'est pas de la navigation. D'ailleurs, dans le film, ça se voit, mon cadre sur la première heure de navigation reste à peu près le même parce qu'en fait, je me suis assis dans un coin et j'étais en mode je bouge plus. Mais tu peux être malade facilement. Enfin, moi, j'ai fait des photos une fois sur un voilier au Sable d'Olonne, juste dans la baie, quoi. Ouais, et à un moment donné, on s'est dit tiens, on va aller voir la bouée d'arrivée. Malade direct. Parce qu'il y avait j'avais mon appareil photo et tout, j'étais oulala, on va s'arrêter tout de suite. Ça peut être alors moi c'est marrant, ça me faisait pas en fait le truc c'est que l'état du bateau a surpassé ma peur d'être malade. Parce que il y avait par exemple on avait tellement peur que le mât s'effondre qu'en fait t'es en mode en vrai oui on va catégoriser les peurs, il y en a une qui est plus contrôlable que l'autre. Exactement. Franchement je préfère l'un que l'autre, surtout que si on a une grosse avarie tant qu'on n'a pas rejoint les eaux internationales, ceux qui viennent nous chercher c'est le Venezuela.
Ouais. Donc je préfère en fait pendant 4 jours que me retrouver à devoir retourner au Venezuela et être en mode on a essayé de partir mais en fait non. On est revenu. Vous nous acceptez ou pas? On peut revenir. On va vous prendre 4 billets d'avion pour la France. Oh là là. Donc et on a eu 1 heure après être parti le winch de grande voile. Donc le winch c'est ce qui permet de dérouler la voile, donc de décupler la force du skipper et donc de hisser la voile. Et ça c'est un gros truc qui peut peser très lourd. Alors maintenant sur les nouveaux bateaux moins, mais sur les bateaux à l'époque ça pesait très lourd. Et moi je ne voulais pas barrer, je ne voulais pas prendre la barre. Je prends quand même la barre. 2 secondes après, le winch de grande voile qui vole à travers le bateau, qui passe, c'est-à-dire que c'est 25 kilos que tu peux te prendre pleine balle dans la tête, tu vois. Ah oui, c'est la barre qui est horizontale. Non, c'est les petits enrouleurs, les trucs ronds. Ok. Et ouais, non, petit coup de stress, tu vois. Moi, j'avais mes lunettes de soleil et il y avait la petite larme qui coulait avec la crise de panique. Et j'aime bien répéter ça, mais c'est le côté où c'est comme si tu passais le permis, que tu n'aimes pas conduire, et qu'en plus de ça, tu passes le permis sur la voiture de James Bond. Ouais, t'es là, t'es... Oh putain. Ou du moins sur une icône, tu vois, sur une vieille Mustang, sur un truc, un machin, tu vois. Et qui en plus est un peu pourri, c'est-à-dire qu'il faut pas trop la pousser parce que sinon elle peut te lâcher. Ouais. Puis même, tu connais pas les boutons. Ouais, exactement. Là, de ouf. C'est-à-dire que moi, en vrai, j'ai beau regarder, et encore après, 2 ans après, des vidéos même de Jamie, c'est pas sorcier, sur comment le vent, etc. Il y a encore des trucs, bon, c'est pas mon domaine, c'est pas ça qui me fait kiffer. Il y a des gens qui le sentent beaucoup mieux que nous. Exactement. Et sachant que moi, j'ai un truc où quand je stresse, je dors. Donc en fait, pendant la traversée, j'ai beaucoup dormi. Ouais. Au moins, là, t'es sûr de pas être malade. Exactement. Mais souvent, en fait, et c'est du coup la suite, c'est que le côté où du coup, je dormais beaucoup et j'ai beaucoup été réveillé par des avaries. Et on a eu beaucoup d'avaries où même, tu sais, j'avais vraiment préparé un kit de secours, genre une sacoche étanche avec une GoPro, les disques durs et des cartes SD, tu vois. Au cas où tu dois abandonner le matos et te dire, C'est quoi une avarie exactement? Alors, t'as plusieurs types d'avaries. Ok. L'avarie la plus chill qu'on ait eue, c'est, imaginons, la pompe d'eau et la pompe d'essence du moteur qui clashent. Ok, une avarie, c'est une panne. Une panne, exactement. Okay. Donc, tu as plusieurs sortes de pannes. Tu as plusieurs sortes de pannes. C'est le petit voyant. Tu as des pannes. Aujourd'hui, par exemple, un skipper du Vendée Globe, une grosse avarie qui peut lui arriver, c'est de taper un OVNI. Donc, c'est soit une espèce marine, soit un conteneur immergé qui est tombé dans un porte-cargo. Tu vois. Ouais, un truc qu'il ne peut pas voir. Exactement, et qui peut venir prendre ta quille et mettre un gros trou dans la coque de ton bateau. Nous, dans les avaries qu'on a eues, c'est monté crescendo, entre guillemets. Donc, on a eu le winch de grande voile. On a eu la voile d'avant qui a explosé pendant la nuit. Super. On a eu la pompe d'eau et la pompe d'essence. On avait des gros problèmes. Le pont était délaminé et gondolé, donc on avait des fuites. Donc on devait écoper 1h30 par jour le bateau, sachant que c'est un bateau de 18 mètres de long, de 4 mètres de large, qu'il faut quand même écoper. Donc pas forcément fun. T'es là avec les petits sauts. Exactement, dans les flots. De ouf. Surtout que c'est quand même un bateau de course créé pour une personne, dans lequel t'es 5. Oui, voilà, donc déjà de base, c'est pas fait pour déambuler partout. Exactement, clairement. Et en plus de ça, avec un vieux moteur qui fait un tas de vapeur, qui fait que du coup, genre quand tu te balades, les murs sont genre pleins d'eau. Ouais. En plus, du coup, comme le pont laisse passer de l'eau, donc en fait, si à un moment il se passe un truc où tu te prends une vague, tu glisses. Ouais. Un bon enchaînement. Ouais, pas mal. Jusqu'au moment où tu te réveilles en pleine nuit, tu viens de finir ton quart, tu vas à l'arrière du bateau, sauf que le bateau est à l'arrêt. Et en fait, la liaison entre donc ce qu'il y a dans l'eau pour diriger le bateau, donc les safrans, et la barre de direction, et tout ce truc-là a lâché. Donc, t'es plus manœuvrable. Oui, donc tu peux plus diriger le bateau. Sachant que derrière, il y a le truc de comment tu filmes tout ça, évidemment. Et qu'en plus, t'as pas forcément une expérience de cadreur. C'est même pas extrême, là. T'es censé filmer le truc, tu vois. Ouais, exactement. D'ailleurs, finalement, les plans ont vraiment une vision où c'est pas cadré. C'est genre juste comme s'il y avait une GoPro sur mon torse. Comme si tu le vivais. Et en fait, il y a des moments, en fait, t'es juste en mode, en fait, tu regardes le film, tu vis à travers moi, d'un gars qui, en fait, sait pas où se foutre sur le bateau d'ailleurs, parce que t'es en mode, moi, je sers à rien, en fait. C'est pas plus mal, parce que comme ça, en fait, on ressent réellement, je pense, le moment, parce qu'en fait, si c'était tous, s'il y avait pas, si imaginons, tu refous un son qui n'a rien à voir avec un truc tout stabilisé, on sentirait pas. Ah bah là, t'as vraiment la détresse. Exactement. Et le moment. Il y a même des plans où tu comprends pas trop ce qui se passe parce que tu vois, il fait nuit, les gars réparent le bateau, tu mets pas une grosse lumière dans leur gueule, donc tu sais, je laisse tourner pour avoir le son et t'entends juste en mode fais gaffe à la lumière s'il te plaît. Ensuite tu commences à voir les lumières rouges. Et d'ailleurs, on est en train de travailler vraiment sur tout ça. Je tease un peu, mais il va y avoir des images d'animation, il va y avoir toute une reconstruction sonore. Là, justement, on part vendredi faire des enregistrements du bateau pour recréer tout ça. Et justement, pour venir encore plus appuyer ce côté un peu stressant. Parce que par exemple, du coup, j'ai fait un truc que j'ai fait pour la pro, que je pensais pas faire. J'utilisais un 9 touches, un téléphone satellite,
pour appeler le cross des Antilles et leur dire Mayday. Aidez-nous. Ouais, exactement. Au secours. Parce que déjà, vous avez traversé du coup. En fait, on a fait les Caraïbes. C'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'en Guadeloupe. Donc en fait, c'est un peu tout l'arc des Caraïbes. Ouais, c'est ça. Moi, on m'avait promis qu'on allait passer par toutes les petites îles des Caraïbes. Ouais. Donc je me disais directement, voilà, la création de contenu sur Insta avec le drone, genre des plages, magnifique, le bleu et le tout. bateau. On a tracé ligne droite, on n'a même pas vu un cargo pendant la nuit, tu vois. Enfin, vraiment. Ouais, mais bon. Sachant qu'on n'avait aucun élément. On avait une radio. Mais que nous-mêmes on pouvait utiliser. On n'avait aucun appareil électronique à bord qui pouvait faire en sorte que des gens extérieurs puissent connaître notre position. Parce que même si en Guadeloupe, et en plus c'était l'arrivée de la route du Rhum, on avait des gens qui savaient qu'on arrivait ou du moins qu'on partait et qui pouvaient nous géolocaliser. Le problème c'est que si d'un côté on peut nous géolocaliser, le Venezuela peut nous localiser aussi. Oui, donc en fait... Donc en fait on est parti un peu à la mano avec des cartes enregistrées. On avait aussi des cartes météo enregistrées pour 6 jours. Oui, bah oui, la météo. Exactement, parce que la météo, tu peux pas contacter en fait pour qu'on te la donne. Ouais, donc on avait des cartes enregistrées et si on passait, il y a un moment où plus ça avançait, au bout de 4 jours, on était en mode si la météo a changé. C'est compliqué. Et d'ailleurs, au moment où on a eu cette dernière avarie, on était très proche de la Guadeloupe, mais on avançait très lentement. Et si on s'était dit, attendez, là le bateau il est dans un trop mauvais état, on doit faire du cap vers le Venezuela, on serait allé plus rapidement au Venezuela qu'en Guadeloupe par rapport au vent qu'on avait, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, à bord, il y avait un peu deux teams. Il y avait la team vous êtes complètement fous, ils vont pas kiffer nous voir revenir. Et t'en avais deux qui étaient un peu plus citoyens du monde, en mode non, mais des gens en avarie, ils vont nous accepter, truc machin, tu vois. J'étais en mode non, du coup, pas du tout. Pas du tout. Et donc, ouais, non, c'était un. Et ce qui est marrant, c'est qu'après coup, tu reviens en France, tout que du coup tu navigues 4 gars de 50 ans, un peu d'une plus vieille génération que la mienne. Puis ils ont vécu plus de trucs aussi. Ouais, exactement, et qui ont un peu un côté. Tu vois, les 4 gars, c'est pas des gars lambda que tu trouves n'importe où. Il faut quand même. Tu vois, par exemple, quand on prenait l'apéro un soir au Venezuela, ils m'ont demandé pardon, mais qu'est-ce que tu fous là à 18 ans, genre avec nous au Venezuela, à voler un bateau dont. En fait, tu t'en fous avec que des gars qui font des vannes de merde. Et puis même eux, en fait, le bateau, ils l'ont connu en course aussi. Exactement, ouais. Et en fait, je leur ai répondu, je pense que si on est tous là, c'est qu'il y a un petit truc en France qui fait qu'on a un manque de quelque chose et on vient combler un manque, tu vois. Moi, à ce moment-là, c'était quand même la seule porte de sortie que j'avais trouvée en fait, je voulais pas faire d'études, je voulais pas me lancer là-dedans. Et tu voulais directement vivre un truc. Exactement. Et j'ai vécu un truc de ouf. Et d'ailleurs, après, en revenant, parce qu'il y a aussi le fait de... Je me souviens, j'ai marché en Guadeloupe, j'ai marché pendant 8 heures. Genre, je me suis fait une après-midi de 8 heures de balade. Parce que j'étais en mode, j'avais envie de marcher, de me retrouver seul. La terre. Exactement. Et en revenant en France, d'ailleurs, je suis rapidement parti. Je suis parti 2 semaines en Loire-Atlantique face à la mer, tu vois. Juste me retrouver un peu seul. Et en fait, me rendre compte aussi de ce que j'avais vécu et du côté ouf de ce que j'avais vécu, quoi. Ouais, faut avoir du calme pour se rendre compte de ce qui se passe avant, parce que si en fait si t'enchaînes, tu te rends pas compte de ce que exactement. t'as vécu, et après toi pour le raconter après. C'est là où d'ailleurs le projet était ouf, parce que je savais que le projet, le film, tout n'allait pas se faire directement. J'allais pas revenir, monter et le sortir. La preuve, c'était il y a 2 ans et le film n'est toujours pas sorti, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais l'effet finalement de se rendre compte, maintenant, le problème, c'est que moi, il est banalisé. Oui, quand tu produis ton projet et que toi, tu l'as vu 10 000 fois, tu te banalises, alors qu'une nouvelle personne qui découvre l'histoire... Et que moi, cette histoire-là, je l'ai racontée à un nombre de dingue. Elle m'a permis de me lancer aussi dans tous les projets que j'ai pu faire, dans toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis 2 ans pour X ou Y projet. Et du coup, tu vois, par exemple, là, quand j'ai commencé à bosser avec l'équipe pour la post-prod, et qu'ils étaient en mode, mais tu te rends compte de l'histoire de dingue de ce sur quoi tu me fais bosser? J'étais en mode oui, ça va, tranquille. C'est bon, c'est bien tassé là. C'est bon, le bateau maintenant il est en France, parce que du coup maintenant c'est bon, le bateau est en France, il a été rénové, il a accueilli la flamme olympique au Sable d'Olonne en juin dernier, il a vécu plein de trucs. J'ai pu filmer tous ces événements là. Mais du coup, je suis en mode c'est bon, maintenant le bateau il est là. Et c'est marrant d'ailleurs quand on se voit avec le gars qui tire le projet, qu'il y a des moments où t'imagines d'où on vient, quoi. Mais c'est ça qu'il faut montrer justement. Ouais, exactement. Parce que c'est un storytelling en fait, qui marquera beaucoup plus que c'est bon, on l'a récupéré, voilà. Clairement. Mais d'ailleurs, c'est sur ça que je tourne le film, du moins, même si c'est pas forcément dit de façon explicite dedans, mais du moins, moi, c'est comme ça que j'aime à l'imaginer et à le monter. C'est le rapport à la persévérance et de se dire, Titouan Lamazou en 89, il s'est lancé dans un tour du monde en course. On les considérait comme des fous, hein. C'était la vallée des fous, l'Everest des mers, un truc complètement dingue. Sur les 13, combien vont revenir en vie?
Donc c'était quand même un symbole de persévérance de ouf. La persévérance d'Alexandre à avoir mené le projet, lui il allait quand même 4 fois au Venezuela avant de pouvoir le sortir, le bateau. Lui qui s'est dit mais moi je veux le retrouver ce bateau. Exactement, il y a mis de son argent mais aussi de sa santé dedans, parce qu'après à tous les samedis en France à poncer le bateau pour lui redonner une nouvelle jeunesse et tout. C'est ça, pour qu'il puisse renaviguer en toute sécurité. Et moi au cours des 2 dernières années, il y a eu des moments où t'es seul à porter ton projet, tu trouves pas de financement. Parce que moi je l'avais mis à 25 000 euros ma nécessité pour le film, tu vois. Tu vas démarcher du monde, il y a des trucs aussi que tu ne contrôles pas, tu découvres aussi un monde d'adultes d'une certaine façon, de plein de choses que tu comprends pas. Et toi, t'es juste en mode, mais moi, je veux faire mon film, je veux raconter mon histoire, tu vois. Puis eux, ils sont en mode, oui, mais moi, il faut que j'y trouve quelque chose. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez ? Et au début, t'es trop gentil parce que tu te dis, voilà. Et du coup, il y a aussi toutes les expériences que j'ai pu vivre à côté, en fait, qui m'ont aussi permis. Mais il y a des matins ou des soirs où tu t'endors, où soit t'as la hype de te dire, le jour où ça va sortir. C'est ça. Ça va être incroyable. Et il y a aussi des trucs, et si ça sort pas ? Et si ce que j'avais imaginé, et si ce dont j'ai rêvé pendant 2 ans, ça n'arrive pas ? Ok, très bien, tu vois. Et aujourd'hui d'ailleurs j'ai eu 2 ans là qui se sont très très bien passés, en vrai, qui se sont très bien déroulés. J'ai le truc en mode, et si ça se passait mal pour le film, est-ce que ça changerait quelque chose ? Parce que finalement tout ce que j'ai appris pendant ces 2 dernières années, et je vois encore que j'apprends encore énormément, parce que je suis passé d'être seul sur le film à maintenant avoir 10 personnes qui me font confiance, à vouloir le présenter à un festival depuis 2 ans où je suis en contact avec ce festival là, et ça fait 2 ans que je me dis j'aurai la réponse en temps voulu. Là la réponse je l'ai dans 2 mois, tu vois. Et c'est un festival qui a du coup une tournée en France plus le Grand Rex. Moi j'étais au lycée face au Grand Rex, donc c'est un truc que j'ai vu tous les jours en sortant des cours depuis pendant 3 ans, tu vois. Donc j'ai un rêve par rapport à ce truc là qui est colossal, et je suis en mode waouh, attends, là le truc, ça fait 2 ans que tu l'attends, potentiellement là c'est à 2 mois que tu l'apprennes, tu vois. En fait tu te rends pas trop compte que ça va bientôt arriver, parce qu'en fait dans tous les cas pendant 2 ans tu te dis oui non mais c'est dans 2 ans. Mais par contre, ça m'a redonné un coup de puissance et un coup d'envie. En fait, j'ai eu un gros coup dur en mai dernier où j'ai limite failli tout abandonner, tu vois. T'en as eu qu'un, mais t'as dû en avoir d'autres. Exactement. Aussi, mais là vraiment, j'ai eu un truc dans mode... surtout que c'était juste avant le moment où, en fait, ce film, au moment où j'ai donné un nom un peu à mon agence, c'était TNX Productions. Alors maintenant, c'est que TNX. Mais j'aime rappeler que dans le milieu de l'audiovisuel, aujourd'hui, il y a les créateurs de contenu qui font tout. Mais il y a des gens qui veulent exercer qu'un seul métier. Comme aujourd'hui, on peut faire montage, tournage et tout. T'as des gens qui veulent que faire du montage, que du tournage. Et la production, c'est un domaine. C'est pour ça dire que maintenant, c'est plus TNX Productions. Parce que je me suis mis dans le rôle de production, donc aussi de producteur, qu'aujourd'hui ce film je le finance. En fait, et que putain le rôle de producteur c'est pas le rôle le plus fun de ce monde là en fait, parce que le réal il arrive, il veut faire ses idées, les prestataires ils sont en mode donnez-nous le budget pour faire les trucs bien, mais en fait le rôle de producteur il est en mode là vous tirez dans mon porte-monnaie, c'est ça, t'englobes tout quoi. Exactement. Tu sais, on me dit on pourrait faire ça. Toi, t'es en mode oui, alors non, du coup. Parce que moi, là, je vais pas pouvoir travailler plus que ce que je le fais maintenant pour arriver à financer le truc, tu vois. Mais du coup, c'est trop bien de pouvoir découvrir aussi cette facette-là. Donc, c'est vraiment le projet qui t'a drivé, mine de rien, là, sur les 2 dernières années. Exactement. Et qui revient à, finalement, un peu le diplôme que j'aurais dû avoir. En faisant, parce que en fait, c'était pour une école de digital pour devenir chef de projet. Donc finalement... tu l'as eu, le chef de projet. En vrai, je pense que la formation que tu as eue là est beaucoup mieux que ce que c'était à l'école, en fait. Malheureusement, là, à l'école, ils t'apprennent pas le terrain. Non, ça, c'est sûr. Là, pour le coup, le terrain, là, tu l'as bien mangé. Je l'ai mangé. Même, je me suis retrouvé face à... Tu vois, j'ai eu toute ma période du coup, de démarchage pour les questions de financement. Donc, il y avait le truc d'aller voir des entreprises. Et après, il y avait le fait d'aller voir une grosse entreprise où justement, je suis allé un peu au culot démarcher la personne. Il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça s'est pas fait et qui ont fait là j'ai perdu trop de temps sur ça. 2 ans, il y a aussi le fait que tu te dis je suis large dans mes délais jusqu'au jour où tu es à 6 mois de ce moment où il faut le rendre et tu es en mode je suis plus large du tout. Mais parce que tu as 80 heures à des rushs, 30 ans d'histoire à raconter en 52 minutes. Donc c'est aussi mais par contre ce qui était ouf aussi, c'est que ça m'a appris un travail où moi personnellement c'est quelque chose que j'ai jamais fait, où j'ai beaucoup survolé les choses même plus petit. Et là, par exemple, je ne connaissais rien au monde de la voile et de la course au large.
Et bah, je me suis fait des clients dans le domaine. Je suis allé sur tous les départs de course. Je suis allé naviguer sur des bateaux. Je suis allé découvrir tout ce monde-là, les tenants, les aboutissants, comment raconter toute l'histoire, les archives. J'ai fait un travail d'archives énorme. J'ai eu mon compte INA Media Pro où j'ai passé des heures sur les archives de l'INA à les regarder, à tout ça. Et ça, par contre, c'est un travail en fait qui est dingue. Les travaux de documentaire en fait, et de faire des documentaires. Faire un bon documentaire. Exactement. Faut être documenté. Exactement. Il faut être documenté. Il faut avoir de la patience. Quand tu regardes, je sais pas, des docs, c'est sur la Panthère des Neiges. Tu vois, à la fin d'un documentaire, souvent tu peux mettre les dates de début de tournage et de fin de tournage. Et la Panthère des Neiges, typiquement sur Netflix, c'est 2011-2019. Donc tu dis le réal, il a commencé à tourner en 2011 en se disant 2019, mon truc, ça marchera toujours. Et forcément, moi, il y a 2 ans, je me suis dit, est-ce que dans 2 ans... Et encore, tu t'es dit 2 ans, ça aurait pu être plus, tu vois. Ça aurait pu être plus, clairement. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins aussi, d'ailleurs. J'ai voulu 2 ans pour avoir vraiment une fin. Là, d'ailleurs, quand on tourne dans 5 jours, je tourne la dernière image du film. Donc, c'est aussi... là, je me rends pas compte que c'est bon, c'est... ça risque d'être quelque chose à la fin, là, quand même. Ouais, de ouf. C'est une fin de tournage. Ouais, clairement. Surtout que si tu veux que je te dise, c'est un plan que je ne vais pas tourner. Et je ne saurais pas avant la fin de la journée si le plan a été tourné ou pas. Donc il y a en plus le truc où moi je sais que il y a un moment où on ne pourra plus tourner le plan dans la journée. Imaginons on a une fenêtre, je sais pas, à 12h45, 13h pour tourner. Donc moi je sais qu'à 13h, si le plan n'a pas été tourné, dans tous les cas, moi c'est fin de tournage, tu vois. Mais je saurais potentiellement que plus vers 16h30, 17h si le plan a été tourné, tu vois. Angoisse. Donc, je penserai à toi, écoute. Exactement, mais c'est ça qui est cool aussi, et l'adrénaline là d'avoir remis une pièce dans la machine en fait au mois de mai en me disant en fait je vais le financer, je vais faire les trucs à ma façon, je vais aussi en le finançant décider de ma direction artistique et de ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça c'est quand même en fait assez cool parce que du coup même tu vas avoir des personnes que tu kiffes, tu vois, la personne là qui fait la direction artistique, c'est la personne qui a fait ma DA de TNX. J'adore son travail et je le fais bosser une 3e fois et du coup je lui fais confiance aussi et je lui dis j'aime ton style, t'aimes mon style, fais-toi plaisir aussi sur ce projet, tu vois. Oui, voilà, ça, tu fais confiance. Donc ça se passe bien, mais il y a le côté où oui, au début tu les laisses faire. Et après, t'es tu tout prends cool, le lead t'es tout un gentil. peu. Et jusqu'au moment, et tu vois, vendredi, on a fait une session de montage de 8 heures. Et au bout de 6 heures, je sors à la monteuse qui fait un travail, mais de dingue depuis le début, tu vois. Où il y a des moments où je lui raconte juste pendant 1 heure le truc, je regarde et en mode, oui, c'est ça. Enfin, c'est complètement dingue. Mais il y a un moment où je lui dis, va falloir remonter ça, ça et ça. Au bout de 6 heures, tu vois. Et c'est trop dur d'avoir et tu sais, directement, tu regardes. Tu te détaches et tu te dis, mais je vais t'aider, je vais être là. Et toi, quand on te demande ça, t'es là, t'es oh là. Et je sais ce que c'est qu'un client qui te demande de refaire la 7e modif, tu vois. Donc je sais le sentiment que t'as à ce moment-là en mode, oh non, putain, tu vois. Encore. Exactement. Donc, mais d'un autre côté, aussi, l'histoire est tellement complexe et que comme elle m'a très justement répondu et j'ai trouvé ça ouf d'avoir aussi une maturité de travail de la personne en face, c'est de me dire de toute façon moi ce projet je le kiffe, j'y passe des heures, je préfère que tu me le dises maintenant qu'après la première diffusion, tu vois. Oui, parce qu'il y a aussi des gens qui vont pas oser le dire et ils vont dire en fait il y a aussi des petits retours et tu vois le jour où on sera tous les trois à une discussion après une diffusion avec un gars qui a vu le film et qui a dit j'aurais bien fait ça et que moi je vais sortir j'avais pensé à le faire mais je l'ai pas dit. En fait, elle va être dans une sensation de frustration de dingue parce que. Là, fallait me le dire en fait. Du coup, j'étais en mode. Après, j'ai justifié le truc, on a regardé le pourquoi, le du comment. On a fait des tests pour aussi. Moi, j'ai du mal avec le truc de tu fais et on verra. Non, ça représente quand même du temps de travail. Oui, voilà, donc, on va quand même s'assurer que. Même si on n'est pas sûr après, tu sais, tu peux avoir 50 000 idées et finalement en retrouver qu'une qui est un mélange de plein de choses, mais du coup, tu as travaillé un peu le truc. Écoute, c'était trop cool. Écoute, on a pris une side très entrepreneuriale. Je sais pas, clairement. Mais en vrai, je pense que je vais garder un peu cette partie-là quand même parce que c'est quand même la veille du podcast de base. Clairement, ça fait partie de la création de contenu aussi, tu vois. Un scénario de dingue qu'on te pose sur la table à 18 ans, c'est quand même un truc de ouf. Et du coup, il y a le côté comment déjà. Moi, il y a eu un long moment où je me suis dit, est-ce qu'un gars qui a genre 10 ans de réalisation derrière lui, il l'aurait fait mieux que moi ? Un truc un peu de l'imposteur en mode... mais est-ce que lui, il l'aurait fait ? Est-ce qu'il aurait eu l'envie de le faire ? D'ailleurs, vu le côté genre vraiment anarchique du projet, de la gestion du projet... Il l'aurait pas fait. Heureusement que c'est un petit jeune de 18 ans qui a encore tous les codes du milieu qui l'a fait, parce que sinon, ça aurait jamais vu le jour. Ouais, en fait, c'est ça. Et, il vaut mieux que ça voit le jour avec ton œil que pas le jour du tout. Et d'ailleurs, moi, ça m'a appris une capacité de résilience et de en mode...
un côté anarchique, où il y a des moments, même quand je dis face à un client, non, ça doit se passer comme ça, je me dis, regarde d'où tu viens aussi, laisse aussi une part de hasard dedans, c'est ça qui est cool aussi. Et je sais que moi j'aime bien les premiers tournages que j'ai fait. Le premier un peu tournage pro que j'avais fait, il y avait vraiment eu ce truc trop cool d'après-tournage, de bonne ambiance, ou même tu sors de ta solitude. Donc d'offrir la discussion avec des gens qui sont parfois seuls dans leur projet, ça permet aussi de motiver d'autres à vouloir faire des choses, tu vois. Parce que parfois le côté que Instagram à regarder les autres faire, en se disant moi aussi j'ai envie. Oui, mais on se rend pas compte de il faut pas, et c'est ce qui est ouf avec ton podcast d'ailleurs, c'est que là tu vas offrir 25 histoires différentes, histoires motivées. 24, mais 24. Je peux en mettre 25, on sait jamais. Hein. Une de plus, on sait jamais. Voilà. Mais c'est aussi ça que moi, quand tu m'as parlé du truc, je trouvais ouf, c'est que du coup c'est une bible ouverte pour des gens waouh, plein d'histoires différentes. Même des choses qui sont insignifiantes, tu vois, mais c'est inspirant, tu vois. Genre, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement rencontrer des gens, discuter. Enfin, je suis trop enfermée chez moi, là. Ces derniers mois, même ces dernières années, en fait, depuis que je suis à Paris, je suis devenue encore plus casanière que quand j'étais à Nantes. Ok. Donc, même je sors beaucoup, mais pour le taf. Mais c'est important de redissocier aussi. Moi, là, je me rends compte depuis septembre, c'est un truc, j'ai envie de dissocier. Ouais. Pour le moment, moi, j'ai un peu de mal. Genre, je suis là, et là, du coup, le podcast, c'est un peu une excuse pour moi. Parce que du coup, ça me permet de rencontrer des gens, de discuter, de pas avoir les mêmes conversations avec les mêmes personnes, ça me motive. Enfin, même si ça peut motiver d'autres gens qui l'écoutent, tout bénef, quoi. De ouf. Tout bénef. Et c'est là où il y a une diversité, tu vois. Là, je pense que j'ai plus parlé finalement d'ailleurs d'audiovisuel au sens large et de gestion de projet au sens large, plutôt que de l'audiovisuel pur et dur. Mais parce que déjà, moi, je sais aussi, et c'était aussi quand tu m'as proposé ça, que c'était des questions que je pouvais me poser quand je me suis lancé, tu vois. C'est ça. Même quand j'ai créé le podcast, je me dis, attends, je pourrais faire un format, entre guillemets, un truc que j'aurais voulu il y a 5 ans. Ouais. Tu vois, genre en mode, la facturation. Exactement. Et oui, on le fait pas sur InDesign. Ouais, clairement. J'ai commencé sur InDesign. C'est illégal, en fait, oui, voilà, c'est d'un point de vue comptable. Voilà. Les rushs, tu dois les garder pendant 3 ans. Quand tu signes un truc avec légalement, tu dois garder tes rushs pendant 3 ans. Même, je conseille, quand tu veux régulariser un client, et que tu veux vendre par exemple en fin d'année, c'est la période. Alors ça sera un peu tard au moment où ça sera diffusé, à part si c'est le 1er décembre, mais les entreprises finissent de liquider leur budget. Allez vendre un best-of à vos clients réguliers de toutes les images que vous avez sur votre disque dur. Là, il y a toutes les enveloppes qui n'ont pas été terminées. Et c'est le moment. Doivent les finir en plus. Ils doivent les finir, sinon ça part en prime pour les employés, donc autant que ça parte en prime dans vos poches. J'avoue. Bah écoute, merci beaucoup. C'était trop bien. Rien. De pouvoir s'exprimer comme ça, c'est trop cool en vrai. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Allez, salut. Et n'oublie pas de t'abonner.